Bonjour à tous, bienvenue sur Sciences Po TV, c'est la rentrée pour nous, c'est aussi la rentrée aujourd'hui pour les premières années. Frédéric Lyon, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Clément. C'est aussi la rentrée pour vous aujourd'hui, vous venez de finir votre 5e année et apparemment vous avez eu le diplôme avec mention très bien, puisque vous rempilez pour 5 ans. Alors ce serait summa cum laude, j'imagine, la mention que vous mentionnez. Ma rentrée a commencé un petit peu plus tôt que celle des élèves du collège universitaire, puisque dès la semaine dernière, nous avions les premiers moments d'accueil, notamment des étudiants en échange avec le Welcome Programme. Et puis cette semaine commencent à s'égrener toutes les autres rentrées. J'étais sur le campus de Poitiers lundi, sur le campus de Reims hier, et comme vous l'avez dit, aujourd'hui sur le campus de Paris pour la rentrée des élèves de première année de ce campus. Alors vous le dites vous-même, vous vouliez voir éclore le bébé de l'hôtel de l'Artillerie, c'est ça entre autres ? Notamment parce que vous parlez d'un bébé, et sans doute le terme est-il bien choisi, parce qu'il s'agit proprement d'un projet qui est une forme de renaissance pour notre institution, une forme de refondation, un projet qui consiste à imaginer des espaces entièrement nouveaux pour notre institution au cœur de Paris. C'est l'occasion qui nous est offerte de repenser de manière très approfondie nos métiers, nos grands métiers que sont la formation, la recherche, la diffusion de l'information scientifique au travers de nos outils de bibliothèque et autres. Et cette réflexion-là, elle est pour notre institution d'une importance absolument cruciale et c'est ce qui donne à ce projet à la fois tout son intérêt et tout son prix. On en reparlera justement dans quelques instants. Concrètement, quel était votre programme pour Sciences Po 2018-2023 ? Le programme il s'inscrit vraiment dans la continuité de ce que nous avons pu faire au cours des 5 années écoulées. C'est de continuer de construire une université qui s'inscrit dans la concurrence internationale, qui se positionne au meilleur niveau de cette concurrence parmi les universités spécialisées dans les sciences sociales. Et c'est continuer aussi de travailler à notre ouverture sociale, à notre ouverture internationale, à notre ouverture disciplinaire également. C'est ça le sens général de ce que j'ai proposé à nos conseils et qui semble-t-il a remporté leur adhésion. Vous parlez du prestige de Sciences Po, du niveau de Sciences Po. Cette année, c'était la première fois que le concours écrit pour la procédure d'entrée en master a été supprimé. Vous n'avez pas peur que ce prestige de Sciences Po perde un peu de sa superbe avec la suppression de cette épreuve écrite ? Alors, je crois que associer le prestige d'une institution aux modalités de sélection qu'elle met en œuvre, c'est sans doute valide, parce que c'est important de savoir comment on sélectionne les étudiants, et c'est sans doute l'une des décisions les plus lourdes que nous avons à prendre que de sélectionner celles et ceux qui sont admis à Sciences Po. Mais penser qu'une procédure de sélection est plus solide, plus légitime ou plus respectable parce qu'elle est adossée, dans le cas que vous indiquez, à des épreuves écrites qui étaient une note de synthèse pour l'essentiel, c'est sans doute aller un peu vite en besogne. En observant qu'un très grand nombre d'institutions sélectives de par le monde, à commencer par les grandes universités étrangères auxquelles nous aimons nous comparer, en Amérique du Nord, au Royaume-Uni ou ailleurs, ne procèdent pas à la sélection qu'elles mettent en œuvre par des épreuves écrites. Elles se fondent sur un dossier de candidature, parfois complété par un entretien oral, pas toujours, et même d'ailleurs c'est plutôt dans la minorité des cas que l'entretien oral est pratiqué. Ce que nous constations année après année, c'est que l'existence de l'épreuve écrite décourageait de se présenter à Sciences Po des étudiants qui, en premier cycle, avaient suivi des formations qui, pour Sciences Po, sont un enrichissement. Je pense à des étudiants ayant fait des études à l'université, à des étudiants s'étant spécialisés en sciences, notamment en sciences de l'ingénieur, qui ont toute leur place à Sciences Po en master et que la note de synthèse pouvait rebuter ou décourager. Alors le profil typique de l'étudiant de Sciences Po qui veut faire l'ENA, qui veut s'inscrire en master d'affaires publiques, pour vous c'est terminé ? Je crois que ce profil il est terminé de très longue date. Quand on regarde ce que sont les grandes masses au sein de Sciences Po, entre les grandes écoles de deuxième cycle, force est de constater que bien sûr l'école d'affaires publiques est une école majeure qui rassemble un très grand nombre d'étudiants, mais que parmi ces étudiants même, seule une petite proportion passera in fine les concours administratifs et les réussira. Et que dans toutes nos autres écoles, c'est à d'autres métiers que se préparent nos étudiants et s'y préparent avec succès. Et notre richesse et notre force aujourd'hui, c'est notre capacité à attirer une pluralité de profils, une extrême diversité de profils qui sont intéressés par des métiers qui vont très au-delà de ceux, au demeurant passionnants, de la haute administration et de la fonction publique. On parle des candidats pour l'entrée en master. Je vais aussi parler cette fois-ci des candidats à l'entrée au collège universitaire. C'est un chantier qui a déjà été mis en place pour la scolarité, pour le concours. Qu'en est-il ? Est-ce que l'épreuve écrite va elle aussi être supprimée à terme ? Ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre en route une réflexion sur les modalités d'admission en premier cycle. Pourquoi ? Parce que nous avons aujourd'hui
principalement 3 procédures qui coexistent. La procédure nationale par examen, nous avons ensuite la procédure propre au lycée conventionné éducation prioritaire, et enfin nous avons la procédure internationale. Les procédures de sélection varient parfois sur des points de détail, parfois de manière plus significative, et donc nous contraignent à gérer un ensemble de situations qui se révèlent extrêmement lourdes à suivre sur le plan administratif, sans que nous puissions nous convaincre nous-mêmes que ces petites variantes dans les modalités de sélection appliquées produisent in fine un résultat qui est plus juste ou plus conforme aux intérêts de l'institution. On peut imaginer peut-être Sciences Po sur Parcoursup un jour? Alors non seulement on peut l'imaginer, mais on doit l'imaginer parce que c'est une obligation qui nous est faite par le législateur. Toutes les formations qui sont dispensées en France, en premier cycle, doivent à terme se trouver sur Parcoursup. À quelle échéance? À une échéance qui était en principe celle de la rentrée prochaine, 2019. Nous avons déjà discuté avec le ministère d'une dérogation parce que nous savons ne pas pouvoir, dans l'état actuel des choses en tout cas, intégrer cette procédure compte tenu notamment du calendrier de notre procédure d'admission. Vous parlez de l'encadrement étudiant. Je parlais tout à l'heure de la nouvelle CVEC de 90 € qui a été instaurée. Comment elle va se traduire à Sciences Po? Comment va être réparti cet argent? Est-ce que l'institution va le toucher? Au niveau des étudiants, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau? Toutes ces questions se posent à nous, à peu près dans les termes que vous venez d'évoquer, parce que le système, nous l'avons découvert, comme les étudiants eux-mêmes, lorsqu'il nous a été notifié à la fin du mois de juin, c'est-à-dire juste à la veille des vacances, par le gouvernement. Pour l'instant, je demande à voir. Ce qui va résulter de ce dispositif pour Sciences Po aujourd'hui, je suis radicalement incapable de vous le dire, parce que nos étudiants découvrent le système en même temps que nous. Beaucoup d'entre eux découvrent. Très négatif. Ça, c'est leur liberté d'étudiants, d'usagers du service public et de citoyens. Ce système, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, vous l'avez bien compris. En tout cas, il est impossible aujourd'hui de dire quelle est la proportion des sommes normalement collectées par le Crous auprès des étudiants de Sciences Po qui reviendra à Sciences Po. C'est un problème. C'est un problème qui s'éclaircira au printemps prochain lorsque le Crous sera en mesure de nous faire un état précis des rentrées qu'il a encaissées. Pour finir sur le chapitre des scolarités, une question un peu plus technique. Sciences Po, pour de fait les personnes qui payent les frais de scolarité, calculent cette somme sur l'année N-2. On sait maintenant que ce sera un prélèvement à la source. Comment ça va se faire? Très bonne question aussi, sur lesquelles nous sommes en plein travail et sur lesquelles nous allons travailler avec les représentants des étudiants et l'ensemble des parties prenantes à Sciences Po. Lorsque j'ai été candidat à ce nouveau mandat, j'ai fait état de ce que je souhaitais, avec les étudiants, travailler sur une amélioration de notre dispositif actuel, et notamment du dispositif du barème, qui, avec des effets de seuil que nous connaissons, peut créer certaines situations difficiles pour les familles, travailler à un lissage de notre système de droit et de le faire en lien avec la mise en œuvre du prélèvement à la source. Donc c'est l'occasion pour nous de remettre entièrement à plat ce dispositif et de répondre à la question que vous avez posée, mais pour l'instant, cette réponse, je ne suis pas en mesure de l'apporter. Autre chantier emblématique de votre premier et de votre second mandat, le campus 2022. Alors, première question, où en est-on concrètement? Concrètement, où en sommes-nous? Nous en sommes à l'obtention du permis de construire pour les travaux qui vont être réalisés sur la partie artillerie de ce campus 2022. Mais je note avec plaisir que vous avez de vous-même parlé du campus 2022 parce que vous avez parfaitement compris que ce qui va se passer à l'artillerie, c'est une pièce d'un puzzle plus large qui naturellement mobilise aussi les autres espaces de Sciences Po à Paris, à commencer par le 27 rue Saint-Guillaume, le 56 rue des Saints-Pères, le 9 rue de la Chaise, le 28 rue des Saints-Pères, le 13 rue de l'Université. 9% des cours seulement à l'artillerie, de ce que j'ai lu, un hôtel qui sera destiné apparemment en grande partie aux chercheurs et aux bureaux, c'est ça? Non, il sera destiné bien sûr pour une large part aux chercheurs, puisque l'un des paris, c'est d'arriver à réunir en un lieu commun l'ensemble de notre faculté permanente qui aujourd'hui est dispersée sur beaucoup de sites divers dans Paris, mais c'est un lieu qui offrira surtout beaucoup d'espace de travail à l'ensemble de notre communauté, à commencer par les étudiants, avec une vaste bibliothèque, beaucoup de salles de travail individuelles ou en groupe, les bureaux de quelques-unes des écoles qu'abrite notre institution, et donc c'est un lieu qui sera vraiment d'un usage totalement mixte pour la population des chercheurs et enseignants chercheurs de Sciences Po, mais aussi beaucoup, et j'allais dire pour la plus large part parce qu'ils sont les plus nombreux, pour nos étudiants. Vous avez parlé dans la matinale de France Inter, le 21 juin 2016 exactement, de logements sociaux pour les étudiants au cœur du 7e. Est-ce qu'ils verront le jour concrètement? Ils verront le jour parce que c'est un engagement que nous avons souscrit. Ils verront le jour à proximité de nos installations parisiennes. Et pas au cœur de l'hôtel pour l'instant? Alors, depuis le début, il n'a jamais été question que ces logements se trouvent à l'hôtel de l'Artillerie parce que les espaces sont comptés dans ces lieux et ne se prêteraient pas à l'installation de logements. En revanche, nous
travaillons sur des hypothèses d'implantation qui sont à proximité immédiate de nos sites. Vous avez mis en place un nouveau dispositif, le dispositif Premier Campus, en juillet 2017, où vous accompagnez des lycéens, je cite, boursiers, afin de leur permettre d'avoir les éléments nécessaires pour réussir dans l'enseignement supérieur. Ce n'est pas le rôle des professeurs de le faire plutôt que de Sciences Po, d'accompagner les élèves dans leur scolarité? Les professeurs de lycée sont partie prenante au dispositif. Ce dispositif Premier Campus, il est, je crois, l'idée que pour démystifier cet accès à l'enseignement supérieur qui reste, nous le savons, très inégalitaire aujourd'hui et qui reste une perspective angoissante pour beaucoup d'élèves qui, en fonction de leur milieu social, des établissements dans lesquels ils se trouvent, connaissent moins bien l'enseignement supérieur que d'autres. Cette idée, c'est qu'un travail en commun entre les équipes pédagogiques des lycées et les équipes pédagogiques d'un établissement d'enseignement supérieur comme Sciences Po, mais Sciences Po n'a pas vocation à être le seul établissement d'enseignement supérieur dans cette aventure, que ce travail en commun peut aider à faire le pont entre les 3 années du lycée et les 3 années qui suivent, celles de la licence. Et donc, ce que nous avons inventé, c'est une expérience d'immersion sur un campus universitaire, les campus de Sciences Po, en l'occurrence celui de Reims pour commencer, immersion au cours de laquelle des élèves de lycée, choisis sur critères sociaux, ce sont des boursiers de l'enseignement secondaire qui ont été sélectionnés par les académies auxquelles ils appartiennent. Le projet Premier Campus vise, lui, spécifiquement des populations étudiantes moins favorisées, dans cette idée qu'elles gagneront, pour leur insertion future dans l'enseignement supérieur, à avoir acquis, ex ante, pendant les années de lycée, des outils méthodologiques, des modes de travail, des modes aussi de comportement, qui seront déterminants pour leur réussite future dans l'enseignement supérieur. C'est une intuition que nous souhaitons tester scientifiquement. C'est la raison pour laquelle le dispositif fait l'objet d'un suivi extrêmement attentif par des chercheurs de Sciences Po, notamment des sociologues de l'OSC et du CSO. Sciences Po a et déclaré nous pourrons voir, in fine, ce que ce dispositif produit et en tirer les conséquences. Merci beaucoup Frédéric Mion. On se retrouve nous dans un instant pour la deuxième partie de cette interview.